Sud Radio. Cyril Brioulet. Le grand show de l'info. Le grand show de l'info jusqu'à 18h sur Sud Radio, au lendemain de l'annonce de François Hollande sur l'accueil de 24 000 réfugiés en France dans les 2 ans qui viennent. La solidarité se met en place, les villes commencent à s'organiser. Invité du grand show de l'info jusqu'à 18h, Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Islamologue, professeur à l'université d'Oxford, écrivain, vous publiez le livre Être occidental et musulman aujourd'hui aux éditions des Presses du Châtelet. C'est une nouvelle édition de ce livre. C'est une évidence, Tariq Ramadan, d'accueillir ces réfugiés en France pour vous? Bien sûr. D'abord, le mot que vous avez employé est très important. À l'heure où tout le monde parle de migrants, il faut parler de réfugiés. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants qui fuient la guerre, qui fuient le désastre, qui fuient la mort et qu'à partir d'un certain moment, il n'y a même pas à se poser de questions. C'est un droit humain, c'est un devoir de conscience de recevoir toutes ces personnes, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur statut social et quelle que soit leur religion. A-t-on les moyens de correctement les accueillir en France ? Mais bien sûr, écoutez, à l'heure où 60 millions de réfugiés sont en train de vivre des moments extrêmement difficiles de par le monde, et que vous avez des pays comme le Liban, comme la Turquie, des pays africains, en l'occurrence même à l'intérieur de l'Afrique, quand on a des déplacements de population qui reçoivent des réfugiés et qui essayent de leur donner un minimum de moyens d'existence et de survie, l'Europe serait en difficulté de recevoir, ne serait-ce que de fait de parler de 24 000 ou de 800 000 maintenant, puisque c'est ce qu'on nous dit que l'Allemagne va recevoir. Mais bien entendu que nous pouvons recevoir ces populations-là. Il s'agit d'avoir, dans un premier temps, une volonté politique, 2, une opinion publique. Et vous voyez, l'opinion publique, elle montre bien sa générosité quand le politique et le médiatique lui parlent. Il a suffi d'une photo pour que les choses se renversent, alors qu'en fait, ça fait des semaines et des mois que la situation est intenable pour beaucoup de femmes et d'hommes. Et donc, la volonté politique, quand elle est là, elle suit l'engouement populaire, et avec la volonté et l'engouement et la conscience humaine, eh bien entendu qu'on peut recevoir et que l'on doit recevoir et accueillir de la meilleure des façons possibles, et nous en avons bien entendu les moyens. Alors, cet accueil des migrants, il commence à s'organiser. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a rencontré cet après-midi les représentants des maires et des cultes. La ville de Portet-sur-Garonne, à côté de Toulouse, souhaite accueillir des réfugiés. Et vous allez l'entendre, les habitants sont divisés sur la question. Je veux que les choses se passent bien, voilà, avec les gens qu'on va recevoir, avec les gens qu'on va aider, et puis que tout le monde s'y retrouve, quoi. Donc, la priorité, c'est de les aider au départ, voilà. Peut-être pas accueillir toute la misère du monde, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont dans la rue. On fait pas assez pour les Français, on va prendre des immigrés qu'on n'en a pas besoin. Déjà qu'on en a pas mal, alors... Vous avez peur qu'ils prennent le travail des Français ? Un peu aussi. La différence entre des migrants économiques que derrière on devrait maîtriser, et là on est quand même sur des chemins d'exode, ou choses comme ça, c'est normal qu'on aide ces personnes-là. Ce qu'il faut faire aussi, c'est peut-être aller traiter les problèmes là où ils sont. Il y a de la place pour accueillir ces personnes-là. Il y aurait de la place aussi pour accueillir les personnes qui, derrière, sont dans la misère aussi chez nous. Moi, je crains rien d'eux. Au contraire, c'est juste que j'attends aussi un peu plus de l'État par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays et pas forcément toujours à l'extérieur. Le chômage, les SDF, faut savoir faire la part des choses. Donc oui, pour avoir des réfugiés en France, parce qu'ils en ont besoin et on se doit d'être ouvert et être là pour eux. Mais il faut aussi être là pour ceux qui vivent dans le pays. Alors Vincent Pécher, vous avez suivi pour Sud Radio les préparatifs dans cette ville de Haute-Garonne. Comment la décision d'accueillir des réfugiés a-t-elle été prise ? Alors la décision a été prise jeudi dernier à l'appel du député socialiste de la circonscription de Portet-sur-Garonne, Christophe Borgel. Le maire de Portet, Thierry Suot, soutient pourtant que c'est son choix, le choix du cœur et de la conscience. C'était, dit-il, laisser mourir ou accueillir entre l'appel politique et le choix personnel. Le doute est permis. Il y a certainement, Cyril, un peu des deux. Combien de migrants vont être accueillis et où seront-ils hébergés ? Alors c'est encore très flou et la mairie nous a donné que très peu d'informations. On évoque 2 ou 3 familles, ce qui est très peu pour cette commune de 10 000 habitants. Aux revenus confortables, la ville profite notamment de la taxe professionnelle des centaines d'entreprises installées sur une vaste zone commerciale. Alors vous l'avez dit, où loger ces familles ? Là aussi, c'est encore le flou.
flou. Le maire avance 2 possibilités, soit chez des particuliers, en espérant qu'ils se manifestent, ou dans un bâtiment racheté récemment par la commune, un ancien cabinet de vétérinaire remis aux normes. Il reste encore à régler toute la logistique qui entoure cet accueil. Il y a des dizaines de réunions en ce moment depuis jeudi dernier à la mairie de Portet, des questions administratives notamment à régler. On l'a entendu, Vincent, les habitants sont partagés, on peut le même dire divisés sur la question. Complètement divisés. Il y a ceux qui sont fiers et heureux d'accueillir des gens qui fuient les guerres, la peur et la misère. Il y a ceux qui sont contre aussi et qui le disent ouvertement. Il faut d'abord, disent-ils, régler les problèmes de la France et des Français, le chômage, le travail, avant de penser à régler les soucis des autres. Et j'ai même entendu cette phrase de certains qui regrettent que ces réfugiés touchent plus d'aide, c'est leur mot, que certains de nos retraités, etc., etc. Ouais, des habitants en tout cas qui n'apprécient pas vraiment de ne pas avoir été informés par la mairie. Oui, beaucoup d'habitants ont en fait été informés le lendemain, le vendredi, par des journalistes dans la commune. Vous imaginez un petit peu l'émotion et l'interrogation de ces habitants. La grande majorité d'entre eux auraient bien sûr préféré être consultés par lettre. Beaucoup auraient par exemple aimé l'idée d'un débat public et citoyen avant de prendre une décision. Alors que va-t-il se passer maintenant, Vincent ? La suite pour le maire de Portet-sur-Garonne, Thierry Suot, c'est comme beaucoup de ces maires qui ont décidé de faire le choix d'accueillir des migrants. Une réunion est prévue le 12 septembre au ministère de l'Intérieur. Ça sera en fin de matinée. Les maires ont rendez-vous avec le président de la République, le ministre de l'Intérieur et l'exécutif pour mettre en place un dispositif, Cyril, qui est encore très flou et qui reste à définir. Merci beaucoup Vincent Pécher. Tariq Ramadan, on l'a entendu, ça ne plaît pas à tout le monde d'accueillir ces réfugiés. Il y a des peurs, il y a des rejets, il y a des amalgames aussi. Oui, bien sûr, mais vous voyez, le problème, il est le suivant, c'est comment toute cette affaire a été gérée. Parce que ça fait de semaines qu'il fallait intervenir. Quand on voyait déjà, tout de suite après ce qui s'est passé en Libye, où la France a quand même été particulièrement engagée à la source, parce qu'il ne faut pas uniquement parler des conséquences qui nous amènent aujourd'hui aux réfugiés. Il y a tout l'engagement politique en amont dont on ne parle pas maintenant. On n'a pas le temps de le faire maintenant, mais il faut reconnaître que ceci est aussi très très important, reconnaître nos responsabilités historique et politique. Mais à partir d'un certain moment, quand on voyait des gens venir mourir, quand on voyait ce qui s'est passé à Lampedusa, quand on voyait tout ceci, on n'a pas réagi. Et c'est sur la base d'une photo, avec une première réaction qui a été beaucoup plus rapide de la chancelière allemande, qui fait qu'aujourd'hui, on a une politique un peu de bricolage qui réagit à l'émotion populaire et puis qui n'informe pas la population. Alors que les femmes et les hommes, les Françaises et les Français aient peur, bien sûr, la façon dont on parle de la question de la diversité, de la question de la différence, de la question de l'accueil, de la question même de l'islam, elle fait peur. Et tout à coup, on n'a pas de vision, on n'a pas de politique, on fait du bricolage, on réagit à l'émotif et dans l'immédiateté, et on ne dit même pas aux populations. Et alors évidemment, vous n'arrêtez pas de couvrir la réalité de la différence dans la peur, et vous aimeriez que les gens soient sereins. Mais pourquoi cette peur ? Est-ce que vous la comprenez, vous, cette peur ? Bien sûr, et c'est pour ça que je dis, je comprends la population qui a peur. Je serai le premier opposant aux politiques qui l'instrumentalisent. Le Front National et tous ces partis, aujourd'hui, ça s'est normalisé, ont instrumentalisé la peur pour pouvoir mobiliser les populations pour les prochaines élections. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un discours qui fasse 3 choses. Le premier élément, qui clarifie la position de la France et la position de l'Europe par rapport aux réfugiés. Il faut une politique européenne, une politique cohérente, une politique concertée et non pas du n'importe comment, n'importe quoi dans l'urgence parce qu'il y a une émotivité populaire. Deuxième des éléments, c'est mettre en évidence quel va être aussi l'engagement du gouvernement et l'engagement financier, parce qu'à partir d'un certain moment, il ne faut surtout pas que la population pense que ce que l'on donne à ceux qui viennent va être retranché à ceux qui vivent mal. Ici, c'est une politique qui doit être complémentaire, pas une politique de substitution. Donc il faut clarifier aussi la gestion politique sur le plan financier, comment est-ce que les choses vont être réalisées. Et la troisième des choses aujourd'hui qu'il faut aussi mettre en évidence, c'est qu'il faut parler avec des chiffres et des faits, parce que sur le long terme,
ces femmes et ces hommes qui viennent et qui pourront peut-être s'installer et y rester, à un moment donné, il faut aussi savoir que la survie économique de la France passera aussi par la migration, passera aussi par l'installation de populations qui viennent, et que ça n'est pas uniquement une aide que l'on donne à des gens qui se réfugient, c'est aussi la construction de l'avenir de la France dont il est question aujourd'hui. Ça aussi, est-ce que vous pensez que ce discours-là, il peut bien passer, il peut être compris par tout le monde, Tariq Ramadan, que la survie de la France, je reprends vos propos, passe par là? Il sera d'autant mieux compris si on l'explique de façon claire. Or aujourd'hui, c'est ce qui se dit en Allemagne, on le sait. Alors il ne faut pas présenter les choses sur le plan d'un calcul économique, on les accueille parce que ce sera une main d'œuvre dans l'avenir. Ça, ce serait très très cynique. On les accueille et on ouvre nos portes parce qu'il s'agit de droits humains et de droits à la protection de la vie de personnes qui sont réfugiées et qui fuient la guerre. Mais sur le long terme, ce qu'il faut que l'on dise aujourd'hui et que l'on cesse de mentir à la population française, c'est que ce ne sont pas des gens dont les intérêts agissent contre les intérêts de la France, mais de comprendre que sur le long terme, même pour les personnes âgées, vous savez, les personnes âgées que vous avez questionnées dans les rues, oui, exactement, ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui le système français ne pourra pas subvenir à leurs besoins quand ils seront à la retraite ou quand ils ne sont plus dans la population active, parce qu'il n'y a plus suffisamment de jeunes et que le système sera en panne, et que les chiffres qui viennent de l'Union européenne nous disent l'Europe a besoin, et les chiffres vont de 11 millions à 20 millions d'immigrés qui viendraient renforcer la force de travail dans tous les pays européens. Il faut quand même qu'on le dise ceci, parce que ce sont des réalités. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les politiques français aujourd'hui manquent de clarté dans leurs propos, manque de cohérence dans leur approche et manque de vision dans la façon dont, et de pédagogie même dans la façon dont ils présentent ceci aux populations. Et puis j'aimerais vous dire une chose, à partir d'un certain moment aussi, comme il a dit, c'est peut-être une des rares choses avec lesquelles j'étais d'accord quand le président François Hollande a parlé hier, il a dit une chose, à partir d'un certain moment, il y a des politiques qui doivent s'appliquer par la conscience et non pas simplement en suivant l'émotivité populaire. Parce que j'aimerais vous dire une chose, si on suivait l'émotivité populaire aujourd'hui, on reviendrait à l'application de la peine de mort partout en Europe. Et c'est par principe que l'on dit non, et parfois c'est par principe qu'il faut imposer le respect de la vie et l'accueil des réfugiés. Tariq Ramadan est sur Sud Radio dans le grand show de l'info. On va parler d'économie avec vous, René Girma. Maintenant, la réforme du Code du travail est en marche. François Hollande ne veut pas toucher aux 35 heures, on le sait. Un rapport va être remis demain à Manuel Valls. D'abord, dites-nous, René, qui est ce Jean-Denis Combrexel, l'auteur de son rapport? Alors, c'est quelqu'un dont on va parler toute la journée de demain et les jours suivants. Jean-Denis Combrexel, c'est un haut fonctionnaire. Il a fait toute sa carrière dans la fonction publique. Il a 62 ans. Il a été directeur général du travail au ministère du Travail et de l'Emploi pendant 13 ans. C'est sa plus longue période. Il est aujourd'hui président de la section sociale au Conseil d'État. Il a été prof à l'ENA. Il est aujourd'hui prof associé à la Sorbonne. En 2006, c'est à noter, il était favorable au CPE. Vous vous souvenez du CPE, le contrat première embauche de Dominique de Villepin. Ouais. C'était une façon de faire entrer les jeunes sur le marché du travail, du moins on le croyait. Jacques Chirac avait été obligé de retirer la loi qui avait été votée. Dernier dossier dont il a eu à s'occuper, c'était la concertation sur le statut des intermittents du spectacle. Et là, comme il n'a rien changé à l'ancien statut, eh bien c'est passé comme une lettre à la poste. Ça coûte cher, mais les festivals ont eu lieu cet été. Alors que préconise-t-il pour réformer notre droit du travail? Alors il y a 4 grands chantiers. Le temps de travail, les salaires, l'emploi, les conditions de travail. L'idée générale, c'est de limiter le recours à la loi et d'offrir une plus grande place à la négociation collective. Resteraient à la loi seulement les grands principes qui continueraient de dépendre du législateur, des sénateurs, des députés. À noter que François Hollande hier avait sans doute deviné ce qu'il y avait dans le rapport. Impossible de toucher au SMIC. On ne touche pas non plus aux 48 heures de durée maximale de travail par semaine. Sur les 35 heures, le président François Hollande disait hier aussi que l'on n'y toucherait pas. Ce sont les 35 heures, il faut le rappeler, qui déclenchent les heures supplémentaires. Mais il y a tellement de dérogations possibles qu'en fait, et sans le dire, ces 35 heures vont plutôt disparaître. C'est uniquement une question d'habillage. Le point central, c'est donc la négociation entre les branches, c'est-à-dire les métiers,
et les patrons. Alors il y a aussi, je veux vous en faire grâce, des propositions sur les licenciements économiques et tout cela fera partie des consultations et des négociations qui vont commencer. Donc le rapport est remis demain et ensuite charge à Manuel Valls de savoir ce qu'il en fait. On cause. Ensuite on cause. Tariq Ramadan, vous voyagez beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse. Quel regard vous portez vous justement sur cette réforme du code du travail en France? Est-ce qu'il est trop lourd? Est-ce qu'il faut l'améliorer, l'alléger? Écoutez, d'abord, je pense que dans ce que l'on entend, on a parfois l'impression, effectivement, comme votre collègue l'a mis en évidence, qu'on a plus de l'habillage structurel qu'une vraie réforme de fond sur, le respect du travail, le respect du salaire et le respect du temps de travail. Et que je suis désolé de voir qu'on est en train de se disputer sur les 35 heures, alors qu'en fait, sur le terrain, quand vous êtes en France et que vous voyez ce qui se passe, les dérogations sont multiples et on est en train de discuter d'une chose qui n'est pas réelle. C'est-à-dire que on a un discours politique qui est complètement déphasé par rapport à la réalité du terrain, par rapport à l'accès à l'emploi. Les politiques sont déconnectés en quelque sorte, c'est ça ? Mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression parfois que on a des discussions de salon sur les structures du débat politique et non pas sur le fond des réformes à mener. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer au niveau des révolutions qui sont liées à tout ce qui est vous savez, de la révolution industrielle à la révolution numérique, le travail a changé. On a l'impression que les politiques ne voient pas ça, ne voient pas ce qui est sur le terrain, ne voient pas les réalités du chômage. Le chômage, c'est pas simplement une bataille de chiffres, d'entendre dire que Monsieur Hollande ne se présentera que si le chômage diminue, alors que ce ne sont que des réformes structurelles. On a l'impression qu'il faut qu'il nous donne quelques chiffres pour qu'ils nous disent oui, on a fait mieux. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit aujourd'hui. Il faut quelque chose, il faut une pensée, il faut une vision aujourd'hui politique sur la question de l'emploi en France. Et elle manque en France, cette vision. Mais elle manque malheureusement beaucoup en Europe et en France, on a vraiment l'impression que les politiques s'écharpent et se disputent à 3 mètres au-dessus du sol et qu'ils ne voient pas la réalité de leurs concitoyens. Les tweets de l'actu, quels sont les sujets les plus discutés aujourd'hui sur Twitter? On a beaucoup parlé évidemment de la colère des buralistes avec un échange entre Valérie Debord, secrétaire générale adjointe des Républicains, et Michel Delaunay, député PS de la Gironde. Message de Valérie Debord des Républicains: soutien aux buralistes face au paquet neutre qui ne fera qu'amplifier les filières mafieuses et la fraude. Réponse de Michel Delaunay, député socialiste de Gironde: 60 000 € de revenus moyens, ne vous trompez pas de combat, Valérie. Réponse de Valérie Debord, Michel Delaunay: soit il s'agit de santé publique et alors interdisez le tabac et indemnisez les buralistes, soit c'est démagogique. On a beaucoup parlé aussi de la fermeture de la centrale de Fessenheim pour 2018 annoncée par Ségolène Royal, avec ce message sur Twitter de Karima Deli, députée européenne Europe Écologie. Fermeture de Fessenheim en 2018, abandon de la proportionnelle, encore des promesses non tenues, le renoncement c'est maintenant. Ce message de Ludovic Olivo, un tweetos: on reçoit la COP21 en décembre et on repousse la fermeture de Fessenheim, #paradoxe français. Une réaction aussi de Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, à l'éviction de Claire Chazal ou encore de la direction féminine d'ITélé. Ce message de la ministre: les femmes ne sont pas à la fête dans l'audiovisuel ces jours-ci. Et puis à propos des soupçons de dopage dans le rugby et au RC Toulon, une réaction de Pierre Salviac, journaliste à France Télévisions. Une affaire de dopage à Toulon qui tombe au lendemain de la candidature de Laporte à la présidence de la FFR. Vous avez dit bizarre. Sud Radio, Cyril Brioulet. Le grand show de l'info. Le grand show de l'info se poursuit sur Sud Radio. Notre invité aujourd'hui est Tariq Ramadan, qui publie aux Presses du Châtelet Être occidental et musulman. Aujourd'hui, on va parler maintenant de la mobilisation des buralistes opposés au projet de paquet neutre de cigarettes. Ils ont multiplié les actions dans 80 villes. 4 tonnes de carottes déversées devant le ministère des Finances à Paris. Des radars automatiques masqués ou des bureaux de tabac factices. Vous fumez, Tariq Ramadan ? Non, heureusement non. Heureusement non. Alors les buralistes s'opposent au paquet neutre et au paquet à cigarettes de 10 €. On va en parler avec Gérard Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des buralistes en Midi-Pyrénées. Pourquoi le paquet neutre vous fait si peur, Gérard Vidal? Écoutez, vous avez parlé d'action. 1041 ballons sont allés dans le ciel toulousain. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 1041 fermetures de débit de tabac en 2014. Et quand on ferme un tabac, malheureusement, dans le monde rural, c'est le dernier commerce, le multiservice qui existe. Alors ça ne nous fait pas du tout peur. Il y a une directive européenne qui a été adoptée. C'est 65% sur les deux faces d'images choc.
À partir de là, déjà qu'on est le pays d'Europe où le prix du tabac est le plus haut, qu'il y a une explosion des marchés parallèles, et vous l'avez souligné, qu'un paquet sur 4 est vendu hors réseau officiel, je crois qu'il est temps que la politique de santé devienne européenne et s'arrête aux frontières françaises. 65% de la surface du tabac pour ces photos, effectivement, si elles voient le jour. Vous avez parlé de musée des horreurs. Ça peut quand même faire réfléchir le fumeur et l'inciter à arrêter le tabac, non ? Mais écoutez, je pense que le fumeur qui a un certain âge, ça l'arrêtera pas du tout. Et le jeune, qu'est-ce qu'il fera? Il ira un peu plus de l'autre côté des frontières. Chez nous, de l'autre côté des Pyrénées, où un paquet de cigarettes, le plus vendu en France, vaut 7 €, alors que de l'autre côté des Pyrénées, il est à 3 €. Donc on ne fait rien et 70 000 Français continuent à mourir du tabac tous les ans. Attendez, ça je peux pas vous laisser dire ça parce que 70 000... Ah, c'est le chiffre. Attendez, oui, mais écoutez, je suis d'accord avec vous sur le nombre, mais je pense que ces gens-là, ils ne font pas que fumer, ils doivent bien manger, ils boivent un peu. Donc je crois que dans le tabac, il faut arrêter de cibler le tabac. Je crois qu'il y a l'alcool également qui est dedans et le bon vivre derrière. Donc c'est trop facile pour les anti-tabac de tout mettre sur le dos du tabac, qui est un produit légal, qui est vendu par l'État, pour les caisses de l'État et qui ramène 15 milliards par an à l'État. Sur sudradio.fr, Gérard Vidal, on peut lire l'interview de Jean-Louis Touraine, secrétaire de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée. Il affirme que les buralistes français font partie des plus favorisés en Europe en termes de ressources et que vous bénéficiez déjà de mesures pour compenser la baisse de vente du tabac. On en a eu des mesures en 2003, mais aujourd'hui ce n'est plus vrai. Vous savez, un buraliste, il travaille 7 jours sur 7, 12 à 14 heures par jour. Donc s'il a un salaire un peu plus élevé que le SMIC, je crois qu'il le mérite bien. Il faut aller plus loin aujourd'hui. Oui, il faut aller plus loin, et bien que ces gens-là aient le courage, parce qu'actuellement ils ne font que brasser de l'air depuis de nombreuses années, qu'ils aient le courage. Si ce produit tue autant de gens qui veulent bien le dire, ils n'ont qu'à dès demain matin le lever de la vente. Donc interdire carrément le tabac en France. Ce serait possible un jour pour vous ? Il n'y aura plus de problème de tabagisme. Les gens mourront d'autre chose. On peut l'imaginer ça, que le tabac soit interdit un jour ? Et pourquoi pas ? Si ça fait mal, je ne vois pas pourquoi on vendrait un produit qui tue. Le paquet à 10 €, ça fait partie aussi des hypothèses qui reviennent pour faire baisser la consommation de tabac. Ça pourrait permettre d'y parvenir ? Ah, légalement, oui, tout à fait. La ministre de la Santé et la députée de Bordeaux sont favorables, Michel Delaunay, à un paquet de 10 €. Elles ont entièrement raison. Comme ça, un autre métier va se mettre en place et le tabac, au lieu de se vendre légalement, se vendra au coin de chaque rue devant les portes des collèges et des lycées. Il viendra, on sait où, d'Espagne, d'Andorre et même de plus loin des pays de l'Est où un paquet de cigarettes vaut 1 €. Il faut savoir le dernier chiffre que je vous donnerai. Saisie des douanes pour les 6 premiers mois de l'année, 500 tonnes de tabac qui a passé les frontières françaises. Alors que dans toute l'année 2014, il n'y a eu que 410 tonnes. Voilà. Donc combattre le tabac, oui, mais je crois qu'aujourd'hui, la seule manière de le combattre, c'est par de la prévention, et la prévention auprès des jeunes. Il faut aller dans les collèges, dans les lycées. Aucun gouvernement ne l'a fait. La journée d'action aujourd'hui, Gérard Vidal, c'est un avertissement ? Bien sûr, je peux vous dire que, regardez, la commission des affaires sociales du Sénat a rejeté le projet de la ministre de la Santé. Il y a une loi européenne. Le tabac, il faut le combattre sur l'Europe. Il faut que les règles soient valables pour tout le monde. Donc le même packaging, 20 cigarettes et pas 30 comme il y a en France, pour que les gens fument un peu moins. Et également, il faut que le prix remonte dans ces pays voisins. Sinon, vous savez, le slogan qu'on a dit est la vérité. Supprimer les buralistes n'arrêtera pas le tabagisme. Merci Gérard Vidal, vous êtes président des buralistes de Midi-Pyrénées. Tariq Ramadan, le paquet neutre de cigarettes, vous avez un avis là-dessus ? C'est une bonne idée ? Oui, moi je pense que, vous savez, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que disent les buralistes et ils ont raison sur beaucoup de plans. D'abord parce que moi je pense que ce qu'ils mettent en évidence, c'est que nous avons ici une politique qui va essayer d'intervenir sur un élément secondaire ou sur une façon de présenter le produit ou d'augmenter le prix de la cigarette. Mais les buralistes ont raison sur un élément, c'est-à-dire qu'évidemment, eux, ils sont en train de protéger leur gagne-pain.
gagne-pain et puis qu'il y a un manque à gagner dans cette politique-là. Mais ils mettent en évidence quelque chose qui est réel, c'est-à-dire que le manque de politique européenne sur cette question-là, où vous avez des politiques qui sont prises en France, qui sont encore une fois des politiques structurelles, où on n'a pas de politique générale en Europe sur la question de la santé, sur la question du tabac, qui est en train de tuer des hommes et des femmes quotidiennement, et l'on sait que ça touche des milliers et des centaines de milliers de personnes, et qu'on accepte d'un point de vue politique que finalement la politique générale, elle soit le fait de groupes de pression, de lobbies du tabac qui travaillent au plus haut niveau de l'Europe et qui poussent certaines directives à être établies. Alors on fait que du structurel, et en bas de l'échelle, on a des buralistes qui perdent de l'argent parce qu'on n'a pas une politique claire, et on leur dit sur le plan moral, ah mais vous savez, on fait ceci parce que ça protège la santé des citoyens. Et le buraliste qui vient de parler, ce qu'il vient de dire est tout à fait juste. Il dit non mais attendez, si c'est ça vraiment que vous voulez, si vous voulez protéger la santé, alors il faut une politique beaucoup plus générale, et que vous fassiez en sorte que la politique protège des vies, mais qu'elle ne nous fasse pas à nous perdre de l'argent. Alors accepter moins d'intérêt économique des multinationales du tabac et plus de respect du salaire des buralistes. C'est ça qui est mis en évidence aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il a raison. Autant je suis contre le tabac et je me battrai moi-même contre tout ce qui est la promotion du tabac, contre la santé des individus, autant je ne peux pas accepter le manque de courage politique au plus haut niveau de l'Europe avec des petites politiques structurelles au niveau qui finalement font payer les gens les plus modestes. Au fait, au bout du compte, les multinationales continueront à faire des millions d'euros et puis les buralistes vont perdre de l'argent et puis on aimerait que ce soit eux, de leur côté, la morale. C'est eux qui devraient être les agents de la morale. Ben non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Ça, c'est pas de la politique, c'est un manque de dignité et de respect des individus. Sud Radio, le grand show de l'info. Cyril Brioulet. Tariq Ramadan est dans le grand show de l'info de Sud Radio. Vous publiez une nouvelle édition du livre Être occidental et musulman aujourd'hui aux éditions Presse du Châtelet. La première édition date des années 2000 à peu près. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux éditions pour les occidentaux musulmans ? Ben écoutez, malheureusement pas grand-chose. Quand j'ai écrit l'ouvrage, c'était juste avant 2001. Et je ne voulais pas répondre à la controverse et en même temps au choc émotionnel après le 11 septembre 2001. Et je disais déjà à l'époque, il faut avoir une vision longue. Il faut traiter les choses sur le temps long. Je parlais de l'identité, je parlais du sentiment d'appartenance, je parlais du fait des trois âges de la présence des Occidentaux de confession musulmane et comment ils devaient passer de l'identification à un moment donné à cause de leur parcours dans la migration à leur nationalité ou leur religion. Quand vous dites les trois âges, c'est les trois générations, c'est ça, de présence en Occident. Parfois ça a dépassé la génération, il a fallu parfois 2 générations pour qu'on passe de l'identification au pays d'origine, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Pakistan et la Turquie, pour s'installer, puis ensuite on s'est parfois organisé autour de la référence islamique, et aujourd'hui, ce que je disais à l'époque, et je continue à dire, c'est pour ça que de ce point de vue-là, la plupart des thèmes, c'est comme si quelqu'un a lu l'ouvrage sans avoir lu l'introduction et dit, mais j'avais l'impression que ça répondait aux questions du moment, parce que ce que je mettais en évidence, c'est comment développer la citoyenneté, l'éthique de la citoyenneté et le sentiment d'appartenance. Et aujourd'hui, ce sont des thèmes qui, à plus forte raison avec tout ce qui s'est passé, en France en particulier, après Charlie, après de ce dont on parle là, les réfugiés, la migration, l'émergence et la normalisation du discours du Front National dans tous les partis, que ce soit à gauche ou à droite aujourd'hui, eh bien font que tous ces éléments font que les thèses du livre sont des réponses sur le long terme. Encore une fois, je ne pense que nous ne gérerons cette situation qu'avec qu'une double politique, c'est-à-dire une politique qui voit le processus de transformation sur 1 ou 2 générations, et puis une politique courageuse, c'est-à-dire on a besoin aujourd'hui de politiques qui osent un discours alternatif sur ces questions. L'islam est souvent associé à la violence, est-ce que vous le comprenez ? Bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, on entend, chaque fois qu'on parle d'islam aujourd'hui, on l'associe d'abord dans le monde majoritairement musulman, on parle de la Syrie, on parle de l'Irak, c'est de la violence, Daesh, c'est de la violence, l'État islamique là-bas, c'est de la violence, donc on a cette violence-là. Ensuite, nous sommes touchés nous-mêmes en Europe par des actes violents, des actes qui tuent. Ce qui s'est passé, encore une fois, à Paris en est la preuve, et en Belgique et ailleurs. Donc on a, en l'occurrence, une violence
qui nous touche. Donc le sentiment de peur et d'insécurité dans la population, il est normal. Maintenant, il faut qu'on fasse attention à ce que l'événement médiatique, le prime time, c'est-à-dire ce qui apparaît au devant de la scène médiatique, ne soit pas une illusion d'optique sur des millions de femmes et d'hommes qui, comme vous, comme moi, tous les jours de leur vie, sont des êtres humains, qui sont des citoyens, qui sont des résidents pacifiques, qui sont dans le dialogue, qui sont dans l'ouverture et qui sont en train de dire, contrairement à tous les discours des politiques aujourd'hui, et notamment celui de Marine Le Pen, c'est que l'intégration du culturel et du religieux en France a réussi. Ça n'est pas le problème religieux, ça n'est pas le problème culturel qui nous habite tous. Aujourd'hui, c'est un problème de dynamique sociale, de dynamique éducative, de dynamique qui fait en sorte aujourd'hui que le discours doit être beaucoup plus clair. Quand on dit nous en France, ce doit être un nous qui soit inclusif et qui prenne en compte le pluralisme qui constitue aujourd'hui la France, quant aux origines, quant aux mémoires et quant aux religions. Un nous pluriel qui établisse l'unité de la nation et non pas un nous qui stigmatise l'autre pour se donner l'impression que nous sommes plus nous quand nous savons qui est l'autre. Vous appelez les Occidentaux musulmans justement à s'engager et à moins parler d'islam. Pourquoi cet appel ? Exactement, parce que je pense que on nous dit, vous savez, le problème, c'est la visibilité. Et on l'a vu, vous savez, moi je suis de nationalité suisse, on a parlé en l'occurrence des minarets qui étaient trop visibles et qui étaient au paysage suisse quelque chose qui dissonnait. Et puis on a la tenue vestimentaire, et puis on a la couleur. Et moi ce que je dis aux musulmanes et aux musulmans, aux occidentaux de confession musulmane, je leur dis, vous savez, la question n'est pas d'être visible ou invisible. Vous avez le droit d'être visible. Vous savez ce qu'on disait en Afrique du Sud, on disait la nation arc-en-ciel. Il faut que nous acceptions de vivre avec les arcs-en-ciel. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une nouvelle façon d'être visible. Et que cette façon d'être visible ne soit pas la visibilité qui soit réduite au vestimentaire ou à la couleur, mais la visibilité de l'agir. La visibilité justement, par exemple, Tariq Ramadan, une femme qui porte la burqa en France, elle respecte pour vous les valeurs occidentales ? Elle respecte la valeur occidentale fondamentale de la liberté de conscience. Moi, je ne le défends pas. Je ne suis pas pour ce qu'on appelle le niqab, c'est-à-dire couvrir la face. Mais je suis comme vous, je l'espère, pour la défense de la liberté de conscience. Ce que je dois faire, moi, en tant que musulman, c'est de la convaincre que ça n'est pas véritablement islamique, ce qu'elle fait. Mais je me convainc, moi, qu'au bout du compte, si en conscience, elle le fait, je ne vais pas, moi, décider contre sa conscience de ce qu'elle a à faire. À un moment donné, on ne peut pas aller contre la conscience des gens. Mais toute la question, elle n'est pas de stigmatiser les gens, elle est d'entrer dans un processus de dialogue, dans un processus d'éducation, de pédagogie. Au lieu de stigmatiser, ouvrons les espaces de dialogue. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce que j'aimerais voir, vous savez, le mal qui nous ronge tous, vous et moi, en tant que citoyens européens et même les sociétés du Sud, c'est que nous sommes tous en train de nous transformer en victimes de quelqu'un. Donc les Français sont victimes de ceux qui sont en train de les coloniser, ces réfugiés, ces migrants, ces Arabes, ces Noirs, ces musulmans. Et puis de l'autre côté, vous avez un discours musulman qui dit on ne nous aime pas, l'islamophobie, puis le racisme. Et entre victimes, il n'y a plus d'acteurs. Il n'y a plus de personnes qui prennent les choses en main. Il n'y a pas de vivre ensemble. Non seulement de vivre ensemble, mais de sujets qui portent le projet de vivre ensemble, c'est-à-dire des sujets, des citoyens qui prennent leurs responsabilités. Comme, vous savez, on est en train de réagir émotivement à la question des réfugiés, mais ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans qu'on aimerait avoir entendu des citoyens qui se réveillent. C'est exactement la même chose. Vous savez, dans quelques mois, vous recevez en France la grande conférence sur l'environnement. Et regardez le monde. On a l'impression que nous sommes tous victimes de détruire le monde. Mais il y a quand même des responsables quelque part. Il y a quand même des gens qui sont en train de détruire la planète. Et donc on fait quoi? On attend que tout à coup quelqu'un prenne la décision, ce serait les États-Unis tout seuls ou l'État le plus pollueur comme la Chine aujourd'hui. À un moment donné, nous citoyens, nous devons nous réveiller. C'est ce à quoi j'appelle les musulmans, les occidentaux de confession musulmane, c'est à devenir des acteurs de ces questions-là, sur l'éducation, sur l'environnement, sur la justice sociale, sur le sujet dont nous parlions tout à l'heure, par exemple par rapport au tabac ou par rapport à la santé publique. C'est là où nous devons venir ensemble et travailler. René Girma. Oui, Tariq Ramadan, j'ai été rechercher une information qui date du 21 décembre 2002. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'était à Nainville-les-Roches, en région parisienne. Et là, on avait cru comprendre que l'islam de France parlerait désormais d'une seule voix.
Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème aussi, cette affaire-là? Il y a des voix différentes. Vous avez raison, mais vous savez, on n'aura pas dans les années, au XXIe siècle en France ce qu'on a exigé à partir de Napoléon, par exemple, de la voix juive en France, c'est-à-dire une seule voix qui parle et qui est la voix de tous. Aujourd'hui, les Français musulmans, l'islam de France, l'islam français, il n'y a qu'une seule voix pour pouvoir le gérer. C'est ouvrir une plateforme de la voix plurielle. C'est-à-dire non pas une personne qui parle pour tous mais qui ne représente que lui, mais plusieurs voix qui parlent ensemble et qui représentent les sensibilités. Aujourd'hui, je préfère le courant protestant qui a organisé des associations, organisé des voix pour avoir une voix qui est unie dans la diversité et non pas une voix qui est artificiellement unie mais sans représentation. C'est-à-dire qu'on touche pas la base. Alors encore une fois, vous pouvez aller chercher tel ou tel imam qui vous parlera au nom des musulmans ou parce que le gouvernement l'aime bien ou parce qu'il a des opinions politiques qui penchent une fois à gauche, une fois à droite selon le courant des élections récentes. Eh bien ça ne fait pas une voix musulmane en France. Aujourd'hui, il faut que nos politiques comprennent, il n'y a qu'une seule façon d'organiser l'islam de France, c'est d'admettre que l'islam de France est une diversité de tendances et qu'il faut pousser les musulmans, attendre des musulmans qu'ils discutent les uns avec les autres plutôt qu'ils ne discutent qu'avec le gouvernement et jamais avec les autres. Être occidental et musulman aujourd'hui, le livre est signé Tariq